la poésie, la fonction esthétique et la fonction anga. Très bien. Donc, le problème en est que les élèves sont très amoureux des fonctions. Les nadjer. Vous allez le prendre, c'est bien, comme il l'a expliqué. Mais quand on regarde aujourd'hui les sujets qu'on donne, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, les élèves, de regarder les sujets, de faire un tour des sujets. Si on prend de 2020, même c'est 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, c'est les mêmes sujets. C'est les mêmes. Et le problème en est que ce n'est pas les fonctions. Ils ont donné quoi? Donc, ils ont donné ce qu'on appelle la nature des domaines. Le domaine de la poésie, le domaine, ainsi de suite, ainsi de suite. On reviendra sur ça rapidement. On va revenir même sur ce domaine-là. Exactement. Mais ce qu'il faut retenir, ce que M. Cham a dit tout à l'heure, c'est que la poésie a évolué dans le temps et dans l'espace, et selon les contextes que les écrivains vont écrire. Un écrivain écrit dans un contexte bien déterminé, parfois. Il écrit dans un contexte bien déterminé. Au XVIe siècle, nous avons la guerre qui est déclarée. Un écrivain ne peut pas garder le silence. Il est le porte-parole du peuple. Il est obligé de prendre la parole. Parce que se taire, c'est être complice de ce qui se passe. Alors que le terme écrivain, ça signifie être aux côtés du peuple. On reviendra avec Albert Camus, surtout avec son discours de Suède en 1957, quand il recevait le prix Nobel. Il faut aller voir ça. Vous allez montrer, il montre que l'écrivain, comme il a dit avec Jean-Paul Sartre, c'est les deux pères de l'engagement. On reviendra sur ça. Ils sont engagés au service de la société. Donc, du coup, tout au long de des années, la poésie, le roman, le théâtre, la littérature, ils sont engagés au service. Donc, c'est la raison pour laquelle il disait que l'écrivain est en situation. On ne peut pas garder le silence. Donc, vous aimez l'engagement, c'est bien, mais il faut faire attention. Comme il faut faire très attention, parce qu'on est venu pour faire l'engagement, certes, mais cet engagement-là, je sais que les élèves, le problème, ce n'est pas là-bas. Moi, mon problème des élèves, c'est le problème des sujets qu'on va vous donner, d'actualité, où il y a ce qu'on appelle des éléments fondamentaux. Après, vous allez revenir sur la synthèse, on reviendra sur les éléments de la synthèse. Maintenant, je vais aller pratiquement dans la deuxième partie, hein, pour essayer d'expliquer ce que c'est que la méthodologie qu'il faut faire, et en face à un sujet, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais une fois de plus, je vous dis, il faut m'avoir les deux l'air nañ, c'est évident, parce que nit da ngay xam lan moy ñew. Si on prend en 2019, nous voulons du théâtre dans la vie et la vie au théâtre. Quand nous voulons du théâtre à la vie, ça veut dire quoi? Cela veut dire que le théâtre doit être maintenant une représentation. Ce n'est pas la vraie vie, mais une représentation de la vie. Donc cela veut dire que c'est une sorte de représentation de la vraisemblance. Il y a un certain nombre de vraisemblances et maintenant aussi de vérité. Maintenant, à ce niveau, ici on parle de... C'est la raison pour laquelle il faut retenir les deux là. Réalité. Réalité et fiction. C'est fini. Tous les sujets, c'est réalité et fiction. Dites-moi un sujet, par exemple, n'importe quel sujet que vous prenez avec les années-là dont je vous parle, dites-moi un sujet qui n'a pas parlé de réalité et fiction. Et qui parle de réalité et fiction va revenir sur ce qu'on appelle la nature. Parce que ce que M. Samb a dit, lan moy fonction, il faut que nga xam lan moy fonction. Fonction moy ma jël sama livre bi ma lire ma sentir ne kii de daf may jox message. Loolu moy fonction. La fonction ne dépend pas de celui qui écrit, mais ça dépend de celui qui lit. C'est-à-dire le lecteur. Alors que la nature dépend de celui qui écrit. Il peut écrire comme il veut. C'est la raison pour laquelle vous devez dans l'obligation de retenir la nature. Et dans cette nature-là, il y a réalité et fiction. Et dans cette réalité et fiction, il y a ce qu'on appelle les caractéristiques. Oui, madame, dans les cours de professeur de français, il y a deux parties. La partie théorique et la partie fonction. Regardez toutes ce qu'on vous a enseigné. Vous allez voir les caractéristiques et les fonctions. Par exemple, les caractéristiques de la poésie.
ici, on peut avoir ce qu'on appelle, si vous voulez, des poèmes en prose. Ou bien on peut avoir des poèmes lyriques. Les lyrismes aussi peuvent être caractéristiques. On peut avoir ce qu'on appelle des poèmes qui sont évasifs, fiction. Par exemple, avec le romantisme, comme il en a parlé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous prenez le roman, la manière d'écrire, ce n'est pas fini les caractéristiques. Les caractéristiques aussi, c'est le jeu dont il parle. Parce que la différence entre la poésie et le roman, c'est le pronom personnel. Dans la poésie, il y a la personnalité, alors que dans le roman, il y a l'impersonnalité. C'est les caractéristiques fondamentales. Dès qu'on vous dit poésie, il y a le jeu, et le jeu, c'est l'expression, c'est les caractéristiques. Donc ces caractéristiques-là, il faut les retenir bien. Et dès qu'il y a caractéristiques, allez dans vos leçons, que les professeurs ont déjà fait, vous allez voir des éléments fondamentaux. Donc, faites attention à des sujets qui viendront à l'examen et qui vous auront maintenant surpris. La logique. On continue. 2016, 2019, 2020, qu'est-ce qu'on a donné? On a donné la citation de Marcel Proust. Tout à l'heure, maintenant, la citation, ça est là. Je vous donne ça rapidement et vous allez vous rendre compte qu'est-ce qui est dit. Et cela aussi va nous aider à mieux comprendre maintenant voilà. En 2020, c'est là, 2019, en 2020, dans le temps retrouvé, Marcel Proust explique ce qu'il croit être la fonction essentielle de la littérature en affirmant que la grandeur de l'art véritable, c'était de nous faire connaître cette réalité, loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en plus, cette réalité que nous risquons fort de mourir sans avoir connu, et qui est tout simplement notre vie. Lui, sujet. Il faut que ce soit clair, que vous soyez dans les sujets vifs. Et du coup, il dit, dans une analyse bien structurée et articulée autour des exemples précis, vous montrerez que la littérature peut dévoiler la face cachée de la vie. Dévoiler, ça vous dit quoi? Quand on parle de dévoiler, il peut, oui, démasquer la face cachée de la vie. Très bien. Il peut révéler, il peut mettre à nu, révéler. Très bien. Vous avez vu, révéler égale, c'est une sorte de montrer ce qu'on appelle la réalité. Une réalité. Est-ce qu'il y a un engagement ici? Certainement, les élèves, on les tolère. On vous tolère à l'examen du baccalauréat parce qu'on comprend. Mais ce qu'on doit dire, il faut dire que ça, la réalité, n'est pas l'engagement. On reviendra sur ça. La réalité, c'est de dire des choses telles qu'elles sont. Alors que l'engagement, c'est, comme il a dit M. Sam, c'est prendre position. Engager, c'est prendre position, alors que réalité, c'est d'écrire les choses telles qu'elles sont. Qu'ils soient maintenant beaux ou pas, ils s'en foutent. C'est la raison pour laquelle on reviendra sur la notion de réalité. La réalité, voilà comme ça. Ce que je suis en train d'expliquer, j'explique ça pour tous les domaines. Que ce soit littérature, poésie, théâtre, tout. Ces domaines-là, il y a réalité ici, et il y a ici, vous avez ce qu'on appelle la fiction. Et dans réalité et fiction, vous avez ce qu'on appelle, c'est la réalité maintenant qui donne des fonctions que vous avez devant vous. Donc maintenant, les deux entités sont fondamentales dans l'écriture, celui qui écrit. Donc, si on continue le sujet là, il a dit, la deuxième partie, regardez bien, qu'elle peut déformer la réalité. Elle dévoile la réalité, révèle la réalité, maintenant qu'elle peut déformer. Déformer, ça veut dire quoi? Oui, c'est quoi? Modifier. Quand on modifie la réalité, c'est quoi? Quel est l'objectif? C'est de montrer la figue. Dire non, c'est fini. Comme vous avez vu, voilà un peu, c'est fini. Donc, du coup, et là, voilà le sujet 2000. Et maintenant, le sujet 2000, ça c'est 2020. 2021, c'est quoi? C'est le roman. Dans quelques aspects, on vous dit, le roman c'est décrit nécessairement l'homme d'une société, il décrit en même temps une société. Décrit, ça veut dire quoi? La réalité, toujours. Vous avez vu. Et on continue encore en 2020-22. C'est quoi?
sans le rêve, il n'y a pas de poésie possible. Et sans la poésie, il n'y a pas de vie support. Vous avez vu? Est-ce qu'il n'y a pas fiction et réalité? Même chose. Parce que sans le rêve, ça renvoie à quoi? À l'imagination. Et donc, qui imagine? C'est le poète qui imagine. Et pour qu'il y ait une vie supportable, la poésie donc est comment? La poésie, elle est une antidote. La poésie, elle est thérapeutique à la vie. Même si maintenant ici, donc le rêve est indispensable. Donc ici, rêve égale imagination, et ainsi de suite. On reviendra sur ça. Très bien. C'est fini. Nous avons les mêmes sujets. Si on continue encore, 2022, 2023, c'est quoi? Regardez là-bas. C'est le sujet 2023. C'est le théâtre. Une pièce de théâtre ne m'intéresse que si l'action extérieure réduit à la plus grande simplicité. Il n'y ait qu'un prétexte, le mot prétexte qui est important, qu'il n'y ait qu'un prétexte à l'exploration de l'homme. Prétexte, ça veut dire quoi? Prétexte égale art. L'art de révéler. Donc tout ça c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on vous a dit, les caractéristiques? Après, je vous donnerai le document. Qu'est-ce qui est dit? À partir des caractéristiques spécifiques au théâtre. Quelles sont les caractéristiques spécifiques au théâtre qui sont capables maintenant de nous révéler l'homme? Vous avez ce qu'on appelle les répliques. Vous voyez maintenant les dialogues. Dialoguer permet de révéler ce qui est en soi. Si je parle entre moi et l'autre, ça me permet de m'exprimer moi-même, d'être moi-même. C'est ça qu'on appelle être naturel et être spontané. Donc on reviendra sur ça. Je suis en train de faire un panorama un peu sur les cas. Et après ce théâtre-là, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit encore? On va revenir encore sur 2024. 2024, qu'est-ce qui est donné? Vraiment être mentir. Donc nous avons la même logique. On change de domaine, mais nous avons les caractéristiques. Du coup, notre souci, c'est la même plaque. C'est ce que je dis aux élèves qui sont là. Et que les fonctions, c'est bien. Ce que M. Sam nous a dit, c'est bien. Parce qu'il y a une bonne pour la fonction engagée, il y a une fonction engagée. C'est comme ça que vous pensez. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ceux qui donnent au bac, ils ont jugé nécessairement que ça c'est mécanique. Chaque fois fonction. Maintenant, il faut changer de domaine. C'est la raison pour laquelle maintenant ils ont renversé la tendance pour nous donner ce qu'on appelle les caractéristiques plutôt que les fonctions. C'est pour un peu être hermétique dans le sujet. Maintenant, il n'est pas dit que les fonctions ne viendront pas. Je ne l'ai pas dit. Mais je dis qu'il faut faire attention. C'est un appel que je vous fais par rapport à ça. Maintenant, par rapport à ça, maintenant, nous allons aller dans la pratique, qui est notre sujet. Ou bien vous faites la synthèse de ça. Ou bien on va revenir sur ça. Il faut qu'on aille vite. Oui. Maintenant, regardez bien le sujet que nous avons devant nous. Lisez ça. Par exemple, supposons, si le sujet là vient au bac, qu'est-ce qu'il faut dire? Suivez. Maintenant, là, les choses sérieuses commencent. Dans Odes et poésie diverses, 1822, Hugo nous dit, au reste, le domaine de la poésie est illimité. C'est à vous de me dire, hein. Aujourd'hui, c'est la synthèse-là, c'est une synthèse dirigée par les élèves même. Le domaine de la poésie est illimité. Vous avez vu dès le début. Sous le monde réel, regardez bien le sujet là. Sous le monde réel, il existe un monde idéal. Il y a combien de mondes ici? Lesquels? Le monde réel et le monde idéal. Sous le monde réel, il existe un monde idéal qui se montre resplendissant à l'œil de ceux, regardez bien ici, vous semble l'a dit tout à l'heure, à l'œil de ceux que les méditations graves ont accoutumé à voir dans les choses plus que les choses. L'autre moyen. Vous avez vu, c'est un peu compliqué. Vous avez dit c'est compliqué, mais ce n'est pas du tout compliqué. Donc, à ce niveau, regardez bien, ceux-là qui voient le domaine de la poésie, quand il dit le domaine de la poésie est illimité, ça veut dire quoi?
Le contraire de limité, maintenant illimité, c'est quoi? Limité, je l'ai dit. Donc, il y a limité, il y a illimité. Comment la poésie est illimitée? Comment la poésie est limitée, selon vous? Ou bien, si vous voulez, je continue la citation. Plus qu'elle est longue, plus qu'elle est maintenant. Les beaux ouvrages de poésie, tout en maintenant, sont soit en vers, soit en prose. Les beaux ouvrages de poésie, soit en vers, soit en prose. Prose maintenant, prose c'est le contraire de vers. Vous voyez maintenant, prose c'est écrit comme des phrases. Alors que les vers maintenant, c'est des pieds versifiés. Ici c'est mesuré, ici c'est pas mesuré. Donc comment est la poésie à ce niveau? Quand la poésie est mesurée et quand la poésie n'est pas mesurée. Elle est maintenant mélangée, elle est libre. Donc le domaine de la poésie est c'est la liberté, c'est culture, c'est fini. Si on continue encore, qui sont ornés notre siècle ont révélé cette vérité à peine soupçonnée auparavant, que la poésie n'est pas dans la forme des idées, mais des idées elles-mêmes. Ça, c'est la philosophie. Comme vous, par exemple, l'art que vous avez fait avec Platon dit que l'art est un moyen d'idéalisation du monde. L'art est idéalisé. C'est-à-dire c'est à partir de l'art que nous allons créer un autre monde susceptible maintenant de vivre, d'idéaliser le monde. On reviendra sur ça. Et regardez encore, continuez, il a résumé ça. La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. On reviendra. Pour traiter ce sujet, vous montrerez comment la poésie pourrait être un canal par lequel le poète passe pour nous révéler un monde caché qui pourra susciter l'espoir de vivre d'une part. L'espoir de vivre. La poésie révèle un monde caché qui suscite l'espoir de vivre. 1. 2. Qu'est-ce qui est dit? D'autre part, vous prouverez que la poésie se détourne de l'intimité. On a ici de l'intime, c'est-à-dire quel est une fait en soi. Et enfin, vous direz que ces deux aspects sont relativement complémentaires. Comment vous avez compris le sujet ici? Et d'abord, pour comprendre le sujet, quand on donne ce sujet pareil, il faut d'abord chercher le domaine. Quel est le domaine général ici? Quel est le domaine? Nous avons ce qu'on appelle la poésie. Très bien. Pourquoi l'élève doit chercher le domaine? Ici, le domaine général, on appelle ça le thème. Quel est le thème ici? Nous avons la poésie. C'est fini. Pourquoi on cherche le domaine? Comment? Tout à nous voilà chercher le domaine dans lequel on intervient. Qui peut me le dire? Pourquoi on doit chercher le domaine? On cherche le domaine pour ne pas faire hors sujet. Tout élève, ou bien tout élève, qui s'aventure à dire ici roman, qui s'aventure à dire littérature, qui s'aventure à dire maintenant théâtre, il est hors sujet. Donc le domaine, c'est seulement la poésie. Et du coup, que dit-on de la poésie? On appelle ça le prédicat. Que dit-on? Ou bien prédicat ou la thèse de l'auteur. Que dit-on de la poésie? Qu'est-ce qu'on a dit à un domaine illimité? À un domaine illimité, ou bien il y a quelque chose d'intime dans tout. Donc, domaine illimité. C'est un domaine illimité. Quand on dit illimité, ça va voir quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vaste. C'est un domaine qui dépasse même l'entendement. Du coup, maintenant, le problème posé, on appelle ça en dissertation comme c'est vous, le problème. Ici, le problème posé, c'est quoi? Vous avez un problème, on a réduit à la littérature à un domaine qui est illimité. On a réduit uniquement la poésie à un domaine illimité. La question est, est-ce que la poésie a un domaine illimité?
Est-ce que la poésie a toujours un domaine illimité? Ça pose problème. Certains vont dire oui et certains vont dire non. Donc, ici, réduction de la poésie, très bien, au seul domaine illimité. Domaine illimité. Pourquoi je suis en train de faire ça? C'est comme ça que vous allez questionner. Ne venez pas à l'examen du baccalauréat bind leen. Gis ngeen poésie rek ngeen commencé bind. Gis ngeen boo leen commencé bind da ngeen di càng. te loolu tamit kenn la ñëw di leen di enlever. Parce qu'on ne peut pas écrire ce qu'on n'a pas compris. C'est impossible. Vous mettez les charrues avant les bœufs. Alors que vous devez d'abord comprendre avant d'écrire. C'est la raison pour laquelle le jour du bac, on va vous donner des feuilles de brouillon. Et ces feuilles de brouillon seront susceptibles de vous aider à enlever des arguments, à chercher à comprendre le sujet. On prendra 2 heures pour comprendre le sujet et on prendra 2 heures pour écrire. Mais les élèves terminent avant 10 heures. Parce que mon ami est sorti, moi je dois sortir. Ne faites jamais ça. C'est toute votre vie qui est là en jeu. Vous avez sacrifié votre vie pour ne pas jouer avec ça. Même si tout le monde sort, je m'en fous. Je prends les 4 heures, parce que même 4 heures c'est insuffisant. Vous avez 3 parties. Donc ne sacrifiez pas parce que c'est les sacrifices. Vous ne dormez pas. Vous ne... Ainsi de suite, pendant que les autres jouent, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle. Donc, transformez ça à votre quelque chose de sérieux. Et pour le sérieux, il faut d'abord comprendre le sujet. Donc du coup, ici nous avons le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons ce qu'on appelle ici opinion. Vous voyez l'opinion ici, dans le sujet? L'opinion, c'est ce qui est écrit ici en tout. Vous avez vu, le sujet est long. Par exemple, si on vous dit, on donne ça, maintenant, dans la dissertation, l'introduction, est-ce que vous allez reprendre tout ça? Pourquoi? Parce que c'est long. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi ce que vous avez appris, donc je vais voir. Oui, Fama. Quand le sujet est long, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reformuler tout simplement. Dire autrement ce que l'auteur veut dire. C'est tout simplement. Et pour le dire, il faut d'abord analyser. Donc la citation est longue maintenant ici. Maintenant, la citation c'est ce qui est mis entre guillemets. Il reste ce qu'on appelle la consigne. L'élève doit étudier la consigne. La consigne, qu'est-ce qu'on m'a dit? Il faut d'abord montrer que le domaine de la poésie est illimité. Donc, ce qui veut dire que la première partie, je dois parler du domaine illimité de la poésie. Domaine illimité. La deuxième partie, c'est quoi? Donc, c'est pratiquement l'antithèse. C'est le domaine limité. Et, bon, le domaine illimité, ici, c'est que la poésie, c'est d'abord réel. La poésie va au-delà de la réalité des faits. La poésie transcende les... Quand on dit domaine illimité, la poésie est partout. Comme il l'a dit tout à l'heure, tout est poésie. Ça, j'ai dit, toutes les relations sont poétiques. Si nous voulons vivre, il faut créer de la poésie. L'existence même est poétique. La manière même de boire, la manière dont vous gardez le silence comme ça, c'est poésie aussi. La poésie est partout. La manière d'aller. La poésie est partout dans nos relations. Donc, du coup, la poésie, elle dépasse l'entendement. Donc, ce qui veut dire que la poésie n'est pas raisonnée. Ici, il faut calculer que la poésie n'est pas raisonnée. Ce qui est limité, c'est ce qui est raisonné. Ce qui est illimité, c'est ce qui est irraisonné. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ce qui est irraisonné, c'est pratiquement tout. Que ce soit le surnaturel, que ce soit le raisonné, et ainsi de suite, la poésie est dans... On va revenir sur ça. Maintenant, le domaine limité, c'est quoi? La poésie est raisonnée. Et quand la poésie est raisonnée, c'est seulement l'esthétique. Parce que la poésie doit être désintéressée. C'est fini. Elle ne doit pas être intérêt. Parce que quand il est intérêt, il est illimité. Et là, du coup, on reviendra comme M. Samble l'a dit, le génie. Est-ce que la poésie, maintenant le débat est là, est-ce que la poésie c'est l'inspiration ou bien est-ce que la poésie c'est le travail sur les mots? Voilà le débat. Et le débat est là devant vous. La poésie et l'inspiration, c'est le domaine illimité. Et vous avez tout. Que ce soit le lyrisme, que ce soit ainsi de suite. Ici, on peut parler de
si vous voulez, liberté, maintenant, du langage, la poésie tranchante avec le rêve, la réalité, tranchante de la réalité avec le rêve, tout ça, et la poésie aussi, si vous voulez, ici, va au-delà de l'attente maintenant, la poésie exprime ce qu'on appelle la joie, la mélancolie, et ainsi de suite, tout ça. C'est le domaine illimité de la poésie. Donc, ici à l'intérieur, vous avez tous les éléments possibles. À l'intérieur, du coup, ici la poésie est désintéressée et limitée. Et quand il est limité, il est désintéressé. Il ne sert à rien. Il est calculé. Et du coup, suivez, c'est la raison pour laquelle ce débat-là demeure jusqu'à présent. Donc, dès qu'il y a esthétique, il y a désintéressement. Suivez, dès qu'il y a esthétique, il y a désintéressement, la poésie ici va renvoyer à ce qu'on appelle l'utilité. Et la poésie ici va renvoyer à ce qu'on appelle à l'inutilité. Un autre mot aussi, le poète est un génie ici, est un nibiquis, alors que ici le poète est un formaliste. Et ce formalisme, génie et formalisme, ce n'est pas la même chose. Et du coup, ce qu'il faut travailler ici, toute la poésie possible, l'expression des sentiments, la liberté, ainsi de suite. Alors qu'ici, il n'y a pas de liberté, alors qu'on doit se conformer. Ici, on parle de l'esthétique. Donc voilà un peu le sujet là que vous avez devant vous. Et donc, entre les deux, est-ce que le poète qui est le génie peut être maintenant formaliste? C'est possible. Et là, vous liez la communion entre les deux. La complémentarité, la troisième partie. La complémentarité, c'est de montrer que le seul poète est capable d'écrire avec son cœur, mais aussi il est capable aussi de laisser son cœur et utiliser la raison. C'est fini. C'est les deux débats, c'est fini. La poésie avec un génie et la poésie avec la raison. Et cette raison-là, c'est ce qu'on appelle l'esthétique. Et là, du coup, vous avez ce qu'on appelle, ce qu'il a dit, les parnassiens. Il n'y a vraiment beaucoup de ce qui ne peut servir à rien. Là, ne sert à rien du tout. Il ne sert qu'à lui-même. Donc, c'est fini. Donc, la poésie doit être maintenant à ce niveau. C'est comme ça qu'il faut comprendre le sujet-là. Plus que c'est long, plus que c'est facile à comprendre. Et pour mieux comprendre cela, je vous donnerai ce qu'on appelle des documents. On va vous donner des documents, même si ce ne sera pas suffisant. D'autres auront ce qu'on appelle, on va les envoyer ça par téléphone portable, pour qu'ils puissent comprendre à l'enjeu de ce qu'on appelle. Maintenant, ça, quels sont les arguments qu'on peut tirer? Je donne seulement les arguments. Ça lui efface le tableau. Par exemple, vous mettez le domaine limité de la poésie, le domaine limité, le domaine illimité, tant pour moi. La première partie. Vous mettez la première partie. Vous mettez la première partie, par exemple. Le domaine illimité de la poésie. Ou bien je vous donne une reformulation. Le domaine illimité de la poésie, c'est bon? Le domaine illimité de la poésie. Argument 1. Mettez argument 1. Faites vite. Argument 1. La poésie est une expression universelle. La poésie est une expression universelle. C'est une expression universelle car elle peut aborder tous les sujets. La poésie est une expression universelle car elle peut aborder tous les sujets. Car elle peut aborder tous les sujets. Exemple, par exemple, exemple 1. Les contemplations 1856 de Victor Hugo. Les contemplations 1856 de Victor Hugo. Explore les thèmes variés. Explore les thèmes variés. Les contemplations 1856 de Victor Hugo explore la mort de Marie.
de mari du père. L'Onsard va pleurer la fille aimée. Mais également avec la nostalgie, lorsque Nicolas Boileau quitte la France pour Rome, il va exprimer sa nostalgie dans son poème Heureux qui, comme illustre notamment dans les regrets. Œuvre de la classe de seconde. Vous avez compris? Même bien d'autres poètes pouvaient illustrer ces arguments avec eux. Lamartine, qu'est-ce qu'il nous dit? Arrivé au 19e siècle, notamment dans la première moitié du siècle, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je n'imitais plus personne, je m'exprimais moi-même pour moi-même. C'était plus un art, mais un soulagement de mon cœur qui se berçait sur ses propres sanglots. Ces vers étaient un gémissement, mais le cri de mon propre âme. Et son compatriote, Musset va dire, l'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Lorsque le cœur écrit, lorsque la main écrit, c'est le cœur qui se fond. Ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la meilleure source d'inspiration du poète, c'est le cœur. Si vous voulez écrire, si vous voulez produire, il faut toujours écouter le cœur. Parce que le cœur ne ment pas. C'est le cœur qui extériorise avec honnêteté ce que ressent l'être humain, à savoir le poète. Donc le cœur est une source d'inspiration inépuisable pour le poète. Est-ce que vous avez compris? Donc voici quelques arguments et exemples en ce qui concerne le lyrisme personnel. Mais quand on parle de lyrisme personnel, là on est dans l'égoïsme. Parce que le poète consacre ses écrits à sa propre vie. Il s'inspire de son monde intérieur. Et il faut savoir qu'à côté de ce monde intérieur, il y a un monde extérieur, mais qui ressent, ce monde-là aussi, ressent ce que ressent le poète. Le poète, voulant être utile, voulant rendre ses œuvres utiles jusqu'à l'éternité, il va faire abstraction de sa propre vie au point d'aller écrire pour l'humanité. Voilà la notion engagée. Ça va me permettre d'ouvrir la brèche vers l'engagement. Si M. Badji n'a pas quelque chose également d'autre à apporter sur la fonction lyrique. Vas-y. C'est bien. Donc, comme il l'a dit, si bien dit, ici, il faut toujours retenir les arguments solides. Ces arguments solides sont quoi? Comme il l'a dit, la joie. Le lyrisme, c'est la joie. Mais cette joie-là, vous pouvez parler de joie, si vous voulez. Ou bien, au lieu de cette joie-là mélancolique, vous pouvez mélanger. Vous pouvez dire, argument numéro 1, le lyrisme. Nous sommes dans les fonctions, hein, le lyrisme poétique. Le lyrisme, maintenant, on peut dire la thématique de l'amour. C'est fini. L'amour, ici, vous parlez de l'amour. Comme il a dit, l'amour, elle est vaste. Elle n'est pas seulement charnelle. Ce n'est pas seulement entre filles, entre garçons et filles. Mais aussi, comme il l'a dit, son pays. Mais aussi, si vous voulez, entre père et fils. Ou bien père maintenant et fille. Tout ça, c'est de l'amour. Donc, l'amour là, elle est vaste. D'ailleurs, même c'est elle qui domine le monde. On reviendra sur ça. Argument numéro 2 aussi, sur le lyrisme, si vous voulez, la thématique de la mort, on reviendra sur ça aussi. La thématique de la mort valide l'expression des sentiments. Parce que les sentiments, on les exprime quand on a une douleur ou bien quand on a une joie, comme il l'a dit. Donc, du coup, voilà un peu qu'on peut utiliser. L'amour, maintenant, le lyrisme aussi, c'est l'angoisse. On reviendra sur ça. Le lyrisme, c'est l'angoisse. Et cette angoisse-là, ça renvoie à ce qu'on appelle, par exemple, la fuite du temps. Il faut prendre ça aussi comme argument. J'ai dit argument 1, thématique de l'amour. Argument 2, thématique maintenant de la mort, l'expression des sentiments. Argument 3, la fuite du temps. On peut avoir encore dans le lyrisme aussi, si vous voulez, ici, la communion avec la nature. Parce que la nature, elle est fondamentale chez les romantiques. Et d'ailleurs, même la nature même est un lieu de refuge pour les poètes. Lorsque le poète a la douleur, il ressent la douleur. Évidemment. Il va utiliser la nature comme un élément fondamental. Ouais. Donc la nature, elle est, vous utilisez ça, vous dites, la communion avec la nature permet d'exprimer les sentiments. La thématique de la mort permet d'exprimer les sentiments du poète. La thématique de l'amour permet d'exprimer les sentiments du poète.
La thématique de la fuite du temps permet d'exprimer les sentiments du poète. Il y a combien d'arguments? 4. Et il y en a plusieurs aussi. Donc, vous avez des éléments solides pour avoir ce qu'on appelle le lyrisme. Donc, le lyrisme, c'est calculé. Vous avez des éléments susceptibles. Maintenant, on va continuer encore sur d'autres. Maintenant, la question qui vous aime, engagement. Tout ce que vous voulez, c'est l'engagement. On reviendra sur ça. Là, il faudra être clair avec eux. Parce qu'il faut comprendre la notion de l'engagement, c'est quoi? Tous les poètes sont engagés, hein, mais ils s'engagent à faire quoi? Mais si nous parlons d'engagement, c'est au sens sartrien, c'est-à-dire Jean-Paul Sartre, qui pour lui, la littérature ne doit être qu'engagée. D'ailleurs, même dans son livre « Qu'est-ce que la littérature ?», il nous dit la littérature, c'est une bataille écrite. C'est une autre façon de vouloir la liberté. Si vous avez commencé de gré ou de force, vous êtes engagé. Il ne faut pas accorder à l'écrivain la liberté de tout dire, mais il faut qu'il y ait un public qui ait la liberté de tout changer. Cependant, l'engagement, on dit qu'un écrivain, en général, et d'un poète en particulier qu'il est engagé, lorsqu'il manifeste sa prise de conscience de son appartenance à la société à travers ses œuvres. Montrer son appartenance à la société, ça se fait à l'aide d'une dénonciation des injustices, prise de position, défendre une cause politique, religieuse, sociale ou bien culturelle, ou bien dénoncer les tares, les imperfections notées au sein de la société. De là, vous entendez deux fonctions différentes dans l'engagement. Il y a la fonction dénonciatrice qu'on appelle la fonction militante. Le poète est un militant, il est un activiste. Il y a la fonction également didactique qui met l'accent sur la recherche du bien. La recherche de la vérité, c'est la fonction militante. La recherche du bien, c'est la fonction didactique. Mais toutes les deux fonctions sont des fonctions engagées au sens sartrien. Je précise encore, au sens de Jean-Paul Sartre. Selon son livre, Qu'est-ce que la littérature? Première fonction, la fonction militante. Dans militante, vous avez la notion militant. Un militant est un activiste. Il est un défenseur. Comme le disait Victor Hugo, je n'écris pas un livre, je pousse un cri. J'aurais été poète, j'aurais été soldat si je n'étais poète. Donc il est en train de comparer le poète à un soldat. Quel est le rôle d'un soldat? C'est le fait de défendre. Le soldat a pour mission de défendre sa patrie. Victor Hugo aussi, sachant qu'il est un membre de la société, qu'il fait partie de la société, qu'il va chercher à défendre également sa patrie à travers ses écrits. C'est la raison pour laquelle il est considéré comme un porte-étendard. Il est considéré comme un porte-drapeau. C'est-à-dire quelqu'un qui représente qui? Représenter la patrie. Parce qu'au sein de la patrie, les hommes, quand ils expriment, ils peuvent ne pas être entendus. Alors que le poète, il a ce pouvoir-là, il a les capacités de parler en haute voix et qu'il est entendu lorsqu'il lève la voix. C'est la raison pour laquelle lui, il fait abstraction de ses propres sentiments, voulant exprimer les sentiments des hommes. Parce que la poésie est une arme. La poésie est une arme qui vise à éradiquer, c'est une arme qui vise à décimer tout ce qu'on considère comme injustice dont les hommes sont victimes. Cela a été noté depuis l'humanisme. N'oubliez pas que l'humanisme, c'est le 16e siècle, avec la Pléiade. Le 16e siècle est marqué par des conflits religieux, opposant catholiques et protestants. Au 16e siècle, la France a été ensanglantée par des enfants de même patrie, des enfants de même religion, qui est le christianisme. Ces enfants-là sont entrés, les uns veulent défendre la vision réformiste, les autres veulent également défendre la foi catholique. Cela est à l'origine des confrontations religieuses du moins. Et cependant, les poètes de cette période ils étaient de véritables, par exemple Ronsard, il prônait la poésie lyrique, mais avec l'éclatement des conflits religieux, il fait abstraction de ses propres sentiments, au point de mettre ses écrits au service de la population, au service des hommes, parce que les hommes ont besoin de la littérature en général, et en particulier de la poésie, pour pouvoir se débarrasser des malheurs, des maux
collectif que l'on note au sein de la société. Il va écrire le discours des misères de ce temps. Mais dans le discours des misères de ce temps, j'ai quelques vers qui m'ont beaucoup manqué quand je les ai lus. C'est lorsqu'il s'adresse à l'historien. Il n'a pas encore vu l'historien, mais il écrit parce qu'il sait très bien que ces écrits-là vont demeurer éternels. C'est ça l'utilité de la poésie. Les œuvres, quand ils sont utiles, ils doivent être utiles éternellement. Ils ne vont jamais disparaître. Et c'est le cas de l'œuvre de Pierre de Ronsard, le discours des misères de ce temps. Il va dire, toi historien, qui, d'encore nos menteuses, écrit de notre temps cette histoire monstrueuse. Raconte à nos enfants ce malheur fatal, afin qu'en te disant, ils pleurent notre mal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces faits-là, ces conflits-là, resteront historiques éternellement. Parce que c'est une affaire sacrée, c'est la foi de l'homme. Et la nuit de Saint-Barthélemy reste inoubliable dans l'histoire de la France, notamment dans l'histoire de la religion chrétienne. Ils ont posé là-bas les bases d'une poésie militante. Ils ont posé là-bas les bases d'une poésie qui doit se mettre au service de la patrie. Ils ont posé là-bas, ils ont montré que la poésie ne doit plus être un canal par lequel on extériorise. La poésie ne doit plus être un moyen de chanter ses propres sentiments en somme, mais la poésie, quand la patrie a besoin d'elle, doit rapidement se mettre auprès ou bien au service de la patrie. C'est ce qu'on va noter, notamment au 19e siècle avec le romantisme. Dans le romantisme domine le lyrisme personnel. Mais c'est une période marquée par ce qu'on appelle par des événements politiques. Par des événements politiques, beaucoup d'injustices. C'est la raison pour laquelle Lamartine va déclarer au 19e siècle, notamment en 1848, parce qu'il va plonger dans ce qu'on appelle la vie politique, et va faire abstraction de ses sentiments, et va déclarer, la poésie sera de la région santé, c'est là sa destinée la plus longtemps. C'est là sa destinée plus longtemps. Elle sera philosophique, religieuse et sociale. Donc, le poète doit défendre une cause. Ce sont ces causes-là que nous allons essayer de comprendre. Parlant des causes politiques, nous sommes dans ce qu'on appelle des faits, des injustices issues de la politique. Les guerres, tous rentrent dans ce qu'on appelle la politique. Et Lamartine montre que le poète doit abandonner son art. Le poète ne doit plus chanter quand la patrie est menacée. Allez voir le poème à Némésie. Honte à qui peut chanter pendant que l'homme brûle. S'il n'a les yeux, le cœur et la voix de Néron. Et là, pour lui, le poète doit abandonner son art. Le poète doit faire abstraction de ses propres sentiments quand la patrie est menacée. Parce que là, ce n'est plus une question personnelle, mais le poète doit prôner ce qu'on appelle l'universalité. Le poète doit prôner ce qu'on appelle l'expression des mots collectifs. Parce que le poète est avant tout un membre de la société. À côté également de ses parnassiens, pour ne pas perdre du temps, notez au XXe siècle, je vais prendre rapidement le surréalisme. Le surréalisme, dans la définition d'André Breton, vous n'avez l'amour, la nature, la mort et la spiritualité. Explore les thèmes variés comme l'amour, la nature, la mort et la spiritualité. La spiritualité, c'est bon. Exemple 2, on prend les œuvres au programme Chandon. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Hein. Il faut prendre les œuvres au programme. Et vous allez séduire plus que le correcteur, que vous allez rester là à... Parce qu'on mesure l'élève de terminale qui a fait les ménages, qui a annulé, que par les œuvres au programme. Donc, 1945. Chant d'ombre 1945 de Léopold Sédar Senghor. Exprime tous les thèmes. Exprime tous les thèmes. Exprime tous les thèmes. Chant d'ombre qui exprime. Exprime
prends l'ordre au tableau. Explique tous les thèmes. Voilà, donc, tous les thèmes. Virgule, met en valeur l'inaudible, comme il l'a dit ici. Met en valeur l'inaudible. Met en valeur l'inaudible. Là, c'est quoi inaudible? C'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que du coup, le poète c'est celui qui entend ce que les gens ne voient. Ne voit pas ce qu'il est un voyant. Il devient plutôt un voyant. Donc le poète devient ce qu'on appelle un génie. Parce que génie, c'est un don. Et le génie est un don. Le problème en est que c'est ce que Nietzsche va répéter encore et les autres. Parce que Nietzsche, quand il dit que le poète ici, c'est que l'art vient de ce qu'on appelle du génie, ce qui veut dire que le génie, c'est celui-là qui écrit sans savoir comprendre comment il a fait pour écrire. C'est ça qu'on appelle un génie. Un génie, c'est celui qui crée sans savoir comment il a fait pour créer. C'est ça qu'on appelle le génie. Parce qu'il est inspiré par des dieux. C'est lui le représentant de Dieu, le messager. C'est l'invisible. Donc c'est ça qu'on appelle un don. Alors que la philosophie ne veut pas ça. Il y a la poésie philosophique qu'on appelle la poésie raisonnée. Parce que la poésie philosophique dit que l'homme est capable d'expliquer ce qui lui arrive. Alors que c'est ça qu'il faut faire la différence. Donc la poésie, certains disent que la poésie c'est un rêve, la poésie c'est un don, alors que certains disent que la poésie c'est pas un don, mais la poésie ce n'est rien qu'un travail sur les mots. C'est calculé. 1 plus 1 égale 2. Vous parlez, on efface le noir. Moi, ce qu'on avait en premier lieu, on appelle ça la versification. C'est quoi la versification? C'est l'ensemble des règles techniques. C'est technique. L'ensemble des règles techniques auxquelles on reconnaît maintenant simplement l'ensemble des règles techniques qui met en valeur un point régulier. Donc ces règles techniques, dès qu'il y a technique, il y a quelque chose de réel. Raison. La technique c'est calculé. Alors que la poésie dit c'est pas calculé. La poésie c'est le sang, c'est le cœur. Tout est poésie. Maintenant, on a dit le sujet quoi? Pour susciter l'espoir de vivre. Donc à partir de la poésie c'est le don, et ce don de rêve permet à l'élève maintenant au lecteur de vivre, parce que la poésie est thérapeutique, parce que la poésie aussi est source d'espoir. C'est le rêve. Imaginez, il n'y a pas de poésie dans la vie. Je dis, imaginez, il n'y a pas d'amour entre père et fils, imaginez ce monde-là. Comment est ce monde-là? C'est un monde mécanique. Pour qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait de la poésie. Comment on exprime l'amour? C'est par les mots. Dieu, comment vous priez? C'est par les mots. Dieu, c'est la poésie aussi. Quand vous priez, c'est la poésie. Les chansons qu'on entend souvent, c'est la poésie. Il y a eu. Quand eux ils parlent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont hors eux. Demandez-vous la question, pourquoi? Parce qu'ils sont à un niveau élevé. La poésie, c'est élévation. C'est l'élévation. Tout est poésie, tout. Il n'y a pas de poésie, tout est poésie. Dans toutes nos relations. Du coup, la poésie relève du domaine illiminé. Ce qu'il y a d'intime dans tout. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre le sujet. Donc, et vous avez ce qu'on appelle ces éléments-là. Donc, le poète est un génie. Et on reviendra sur ça pour dire que le poète, ce n'est pas un génie. Mais le poète, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il travaille. C'est ce que je dis tout souvent. Pour donner un exemple clair, on prend le cas de Messi et Ronaldo. Messi, on dit c'est un don parce qu'il a la manie du. Mais Ronaldo, il travaille pour arriver à la hauteur. C'est la même chose. Tous les deux, c'est des humains. Mais l'autre, c'est Dieu qui l'a donné. L'autre, c'est lui qui a travaillé. C'est ça le débat entre poésie. Et ce que Dieu a donné, c'est des génies, c'est des dons. Et tous les poètes sont des génies. Du coup, être génie, c'est quelqu'un qui rêve. C'est dans l'imagination, c'est dans l'irréel, c'est dans ce qu'on appelle la fiction.
Alors que ce qui est travaillé, c'est ce qui est réel. Ce calcul 1 plus 1 égale 2. Et du coup, 1 plus 1 égale 2, c'est la réalité des faits, c'est la vérité. C'est la vérité. Et du coup, cette vérité-là n'est rien d'autre que ce travail. Et ce travail-là, c'est ce qu'on a dit avec Décembre, ici les pharmaciens et les classiques. Parce que l'art est raisonné. D'ailleurs même, ils vont dire, l'art doit être en union avec la science. Parce que l'art est comme la science. Mais si on regarde, l'art est une science, mais en même temps, l'art n'est pas une science encore. Si l'art est science, parce qu'il a la vérité. Si l'art n'est pas une science, parce qu'il a ce qu'on appelle l'irréel. Et c'est fondamental. C'est ça, les deux débats. Et ces deux débats, du coup, l'élève peut dire ici réalité, ici, guerre. Donc, voilà les sujets qu'on a. Réalité et fiction à partir des écoutes. Donc, dès qu'on vous dit imagination, immédiatement, il faut aller dans ça. Dès qu'on vous dit limité, il faut aller dans ça, et ainsi de suite. Rapidement, je donne quelques éléments. Vous allez mettre. Argument numéro 2, par exemple. La forme poétique est libre. La forme poétique est libre. Tout à l'heure, M. Sam vous a dit ça. Oui, venez. Quelques élèves, maintenant. Il faut regarder les élèves qui... Donnez d'abord vision et ceux qui sont de l'école vision. Là-bas, là-bas. Et l'autre va voir aussi. Et les autres, nous avons le temps, vous voulez donner les éléments. Donnez aussi ceux là-bas. Ceux qui sont derrière, là. Les deux. Là, vous en donnez. Suivez. Suivez. Argument numéro 2, c'est quoi? La forme poétique est libre. Virgule, car, suivez. Je donne ça à qui? Attendez la fin du cours. Suivez. J'ai dit argument numéro 2. La poésie, qu'est-ce que j'ai dit? La forme poétique est car elle n'est pas encline. Elle n'est pas encline à des contraintes.
car elle n'est pas encline à des contraintes urbaines. Et troisième argument qui est beaucoup plus fort, suivez. La poésie transcende les frontières du réel. Pour aller où? La poésie transcende les frontières du réel. On met ça. La poésie transcende les frontières du réel. Transcender. Comme il a dit, très bien, M. Samson, il a dit l'inaudible, lu le signe de Léopold Sédar Senghor. Le signe quoi? Tous les points maintenant, vous avez. Faut voir là-bas. Parce que l'inaudible, c'est entendre ce qu'on ne peut pas. Oui. Entendre. C'est-à-dire, écoutez, oui. Je suis en train d'expliquer la notion d'inaudible. Oui. Comme l'a bien expliqué M. Badji. C'est-à-dire le poète, il est un être extraordinaire. Il peut percevoir ce que les lecteurs, à savoir les hommes, ne peuvent pas percevoir. Il peut entendre ce que nous, en tant qu'êtres ordinaires, ne pouvons pas entendre. Est-ce que vous avez compris? Cependant, il faut voir niveau de signe. Vers la fin du poème, Senghor nous dit quoi? Je respire l'odeur des morts. Je recueille et rédige leur voix immortelle. Leur voix vivante. Vous avez vu? Nous ne pouvons pas respirer l'odeur des morts. Nous ne pouvons pas entendre leur voix vivante. Oui. C'est ce que veut dire M. Badji. En outre, oui. En outre même, cette poésie qui met l'accent sur, comment dire, cette poésie considérée comme un domaine illimité, Très bien. il s'agit tout simplement de dire que la poésie ne se limite pas sur les sens, mais la poésie transcende les sens. Est-ce que vous avez compris? Cela, il faut comprendre par exemple Baudelaire. Baudelaire essaie de nous faire comprendre des choses que nous ne comprenons pas, à savoir ce que nous dit la nature. Parce que la nature nous parle, mais nous n'entendons pas, nous ne voyons pas. C'est ce qu'il faut comprendre dans l'Albatros lorsqu'il dit le poète est semblable au prince des nuées. C'est ce qu'il faut comprendre également dans les correspondances, œuvre dans laquelle l'auteur se fait intermédiaire entre les hommes et la nature. Est-ce que vous avez compris? C'est ça, c'est un peu difficile, ce n'est pas, comment dirais-je, il faut être bien en littérature pour être capable de parler de ce domaine de la poésie. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que c'est profond. Ça dépasse les fonctions dans la transparence. Donc, comme il l'a dit, il a bien dit avec Baudelaire, qui a joué un rôle important dans ces thématiques-là. Donc, vous avez là, dit, argument numéro 3, la poésie transcende les frontières du réel pour accéder à un monde idéal, accessible à ceux qui savent voir au-delà des apparences. Je répète, la poésie transcende les frontières du réel pour accéder à un monde idéal. La poésie transcende les frontières du réel pour accéder au monde idéal, accessible à ceux qui savent voir au-delà des apparences. Accessible à ceux qui savent voir au-delà des apparences. Suivez. Qui voit au-delà des apparences? Qui est capable de voir au-delà des apparences? C'est le poète. Très bien. Maintenant, suivez. Pour avoir des exemples maintenant, vous aurez des exemples. On va vite parce que le temps nous est compté, on a à expliquer. Maintenant, nous allons à la deuxième partie. Mettez deuxième partie. Sans voir au-delà des apparences. Mettez la deuxième partie. Toujours, maintenant, le domaine limité. Ajoutez ça. Si la poésie a un domaine limité, il a maintenant un domaine illimité.
C'est comme si quelqu'un qui s'est envolé, et maintenant il va revenir sur terre vivre avec nous. Là-bas, on parle de l'imagination. Ici, on parle de réalité avec à la recherche de la vérité. Maintenant, comment la poésie cherche la vérité? Ou bien comment la poésie peut être, ne pas être raisonnée. Donc la poésie peut être raisonnée. La poésie aussi peut aller à la quête du beau et non pas la quête de ce qu'on appelle le lyrisme, et ainsi de suite. On met ça. Argument numéro 1. J'ai dit de ne pas bien, je vais là. La poésie est limitée dans l'imagination par une exigence formelle conventionnelle. C'est le rêve. La poésie est limitée par une exigence